Madame, Messieurs, bonsoir. Bienvenue sur la THM, la télévision à votre image. Le drapeau, servant jadis l'enseigne d'une armée, est devenu depuis le 19e siècle le symbole d'un pays, d'une nation, d'une société, d'un département et même d'une municipalité. À l'approche du 214e anniversaire de la création du drapeau haïtien, nous allons faire le point sur la question avec comme invité Jean-Robert Aurélien, cofondateur de l'association culturelle Perles Retrouvées, Claire-Marie Antoine, bénévole à la Perles Retrouvées, et Franz Voltaire, qui est historien, politologue et directeur fondateur du syndicat. Bonsoir. 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 18 mai 1803, 18 mai 2017, cela fait 214 ans depuis la création du drapeau haïtien. Si je m'adresse à Franz Voltaire, qui est historien, la question, qu'est-ce que cela représente pour un pays? D'abord, c'est quel est le sens, je dirais, de la création d'un drapeau. Il faut bien comprendre qu'en 1803, nous sommes à un tournant durant la lutte pour l'indépendance. Après la première tentative des troupes napoléoniennes de reconquérir la colonie de Saint-Domingue et l'arrestation de Toussaint Louverture, il y a un ralliement de certains généraux de Toussaint aux troupes françaises, dont d'ailleurs Christophe et Dessalines, qui se sont battus pendant la première phase de la guerre contre les Français, mais qui vont rallier les Français. Les Français aussi avaient eu, lors du débarquement, l'appui d'anciens officiers des troupes de Rigaud. Or, à ce tournant de la guerre, il y a une volonté manifeste de la France pour rétablir l'ordre, de détruire les restes de ce qu'on appelle une armée coloniale, les supplétifs indigènes, cette armée coloniale qui se bat dans les rangs français. Il y a une volonté de réimposer aussi, je dirais, l'esclavage. Là, ils le savent, les troupes indigènes. Ils savent qu'on avait eu besoin d'eux parce que le pays est aussi en insurrection. Et pour faire très vite, il y a ce qu'on a appelé, en fait, ce ne sont plus des marrons, ce sont des hommes libres. Parce que depuis la proclamation de 1793, et de fait depuis 1791, la majorité de la population est libre. Elle est libre officiellement depuis 1794. On sait que Perles Retrouvées, ça fait plus d'une dizaine d'années que Perles Retrouvées commémore le drapeau haïtien ici à Montréal. D'abord, ma première question pour vous, pourquoi Perles Retrouvées comme nom donné à cette association culturelle haïtienne? Ce n'était pas par une erreur que nous avons nous avons trouvé ce nom. Il y avait une amie qui était là avec nous. On cherchait des noms, il y a toutes sortes de noms qui s'est donné cette soirée-là. Et puis elle est partie chez elle. Puis au beau milieu de la nuit, elle nous a appelé et dit: oh, j'ai trouvé le nom. La Perle Retrouvée, c'est un nom vraiment évocateur qui va faire nous tous penser quand Haïti était la perle des Antilles. Et Haïti était aimé, adulé, et puis chanté par plus d'un. Donc nous allons travailler ensemble pour trouver cette perle. C'est comme ça. Alors, quelle est la mission de la Perle Retrouvée? Notre vraie mission, c'est de faire la promotion de la culture haïtienne, parce que Haïti est jusqu'à présent, malgré toutes les années qu'on a ici, qu'on s'est implanté dans Montréal, je pense qu'il y a encore des personnes qui ne connaissent pas Haïti, la grandeur des Haïtiens, tout ce que les Haïtiens ont fait dans la vie. Donc c'est pourquoi on travaille à tutelle vraiment pour redonner à Haïti ses vraies valeurs, mais ensemble nous allons le faire. Alors Marie-Claire Léveillé, vous êtes bénévole à la Perle Retrouvée. Pourquoi vous vous êtes impliquée dans cette association? J'ai été invitée à la Perle Retrouvée par un ami
en 2004 et lors d'une soirée d'information et de divertissement. J'ai écouté, j'ai vu que je pouvais apporter quelque chose, une petite pierre, ou plutôt je pourrais dire un grain de sable, à la formation de cette perle justement. Et je me dis, ben pourquoi pas, parce que je demeure quand même pas, je reste pas à Montréal, mais je me suis dit, c'est l'occasion de me retrouver aussi en tant qu'haïtienne, parce que vivant en banlieue, je subis ce qu'on appelle l'acculturation. Et je dois dire, à mon humble, vraiment là, je suis très émue de le dire, mais la première fois que j'ai voulu parler à la Perle Otovie, c'était en créole et j'ai eu de la difficulté à trouver mes mots. Le drapeau, un symbole. Mais on sait que personnellement, les couleurs, l'armoirie et tout ça ne sont pas choisis par hasard. Pouvez-vous nous dire davantage de tout cela? Bon, je dois dire, alors je reviens sur ce que je disais, c'est-à-dire au moment où il y a une insurrection générale, c'est-à-dire que les troupes qui étaient alliées aux Français se rendent compte qu'elles ont été utilisées en grande partie pour rétablir l'ordre. Parce qu'effectivement, face aux troupes européennes de l'expédition Leclerc, ce sont les troupes dites indigènes qui doivent se battre. Au moment où les Français veulent rétablir l'ordre et donc exterminer et les généraux indigènes, il y a un soulèvement général qui va se faire. Mais dans le pays, il y a eu un soulèvement déjà des cultivateurs, c'est-à-dire ce qu'on a appelé les Africains. Mais en fait, c'est eux, ils ne se sont jamais rendus. Eux, ils se battaient dans les mornes. Et ils étaient pourchassés par une partie de ces troupes supplétives. À partir du moment où l'on est conscient du projet français qui vise l'ensemble de la population, et c'est un projet qui vise non seulement à détruire toute la population, mais à vendre comme esclaves l'ensemble des gens, à ne garder que les enfants de 7 ans. À ce moment-là, c'est-à-dire il y a l'intérêt général qui vont pousser les officiers indigènes à se rallier. Or, l'important, c'est d'avoir une unité de commandement. Vous ne pouvez pas avoir une armée sans unité de commandement. La question s'est posée très vite, qui va assumer l'unité de commandement? Mais vous ne pouvez pas non plus avoir une armée sans symbole. C'est-à-dire que cette armée se cherche un nom. Le bleu, le rouge, qu'est-ce que cela représente pour ces insurgés? Qu'est-ce que cela représentait plutôt? Une rupture avec la France. Et là, ça s'affirme la question de l'indépendance. Parce que désormais, il ne s'agit plus de combattre simplement pour la liberté. Parce qu'effectivement, avant, on se bat pour la liberté. Les gens étaient devenus des citoyens français. Il ne faut pas non plus ne pas se rendre compte que le processus d'indépendance est un processus graduel de prise de conscience. Donc tous ces officiers se sont battus avec le drapeau français en chantant la Marseillaise. On a même affirmé que peut-être l'armée de Saint-Domingue, c'était la dernière armée républicaine. Face à Bonaparte, qui s'affirme de plus en plus comme Napoléon, donc impérial, l'armée républicaine, c'est l'armée de Saint-Domingue. C'est elle qui défend les vraies valeurs de la Révolution française, c'est-à-dire liberté, égalité, fraternité. Ou quelques mois avant la dernière bataille, qui est la bataille de Vertières le 18 novembre, donc les insurgés avaient créé un drapeau. Était-ce nécessaire? Mais tout à fait. Si vous avez, à partir du moment où vous n'êtes plus dans une situation simplement, je dirais, de guerre intestine, c'est-à-dire à partir du moment où cette armée, d'abord c'est un congrès, comme je le dis, c'est un congrès, c'est comme ce qui s'est passé lors de l'insurrection générale des esclaves en 1791. On a un congrès où les chefs militaires se réunissent et donc doivent définir les commandements militaires, doivent définir qui va assumer le commandement de cette armée et donc réaffirmer le rôle de Dessalines comme chef de cette armée. À partir de ce moment, on se donne aussi un drapeau. Le drapeau, c'est le symbole de cette armée qui se veut une armée indépendantiste. Elle se bat non plus pour la liberté, elle se bat aussi pour établir un nouveau pays. Ici à Montréal, nous sommes à 4h25 d'Haïti et vous commémorez le drapeau chaque année. Qu'est-ce que cela représente pour vous?
Mais le drapeau, M. Voltaire vient de le dire, donc c'est notre âme, c'est nous le drapeau. Il ne peut pas avoir un Haïtien si on ne croit pas à notre drapeau. Donc nous devons travailler, disons, de respecter notre drapeau et puis de faire reconnaître notre drapeau aux plus jeunes. Parce que si nous on ne le fait pas, il va le faire à notre place. Et d'où vient cette idée et quand est-ce que cela a commencé? Cela a commencé bien avant mon arrivée à la Paix Retrouvée. Je peux continuer. Nous, on a commencé, disons, depuis... La Paix Retrouvée est née en 98. Donc, la naissance, la fête, l'anniversaire de la Paix Retrouvée, c'est le 18 mai aussi. On avait choisi la date du drapeau, c'était vraiment voulu. Parce que pour mettre l'accent sur le drapeau, il va falloir mettre l'accent aussi sur l'anniversaire de l'association. Donc, on avait choisi le 18 mai pour fêter la Paix Retrouvée. En même temps, nous allons fêter le drapeau. Mais, à prime abord, on allait dans les cégeps. Quand on n'a pas pillon sur rue, c'était plus difficile. On allait vraiment un petit peu partout, dans les cégeps, et puis vraiment, on se fait vraiment pousser à gauche et à droite parce qu'on traînait toutes nos affaires pour aller fêter le drapeau. Bon, jusqu'en 2003, donc quand nous avons fait l'acquisition de Saint-Damas, nous dit mais maintenant nous allons mettre notre drapeau devant le centre. Puis là les Haïtiens vont dire nous aussi on a un drapeau, on a un centre et puis c'est comme ça l'histoire ça a commencé comme ça. Alors deux fêtes qui se coïncident, fête du drapeau, fête de la Paix Retrouvée, est-ce que vous soulignez ces deux fêtes en même temps chaque année? On souligne la fête du drapeau le 18 mai. On n'a pas besoin nécessairement de souligner la fête non plus de la Paix Retrouvée. Parce que la mission de la Paix Retrouvée étant de faire connaître Haïti. Et avec le drapeau devant la Paix Retrouvée, on est en Haïti. C'est ça que ça veut dire. Quand on rentre à la Paix Retrouvée, on est chez nous. On est en Haïti. Alors, le drapeau, c'est le symbole d'un pays. Et partout dans le monde, quand on voit ça, le bleu et le rouge avec le petit carré, avec le bonnet phrygien, tout le monde on le sait, c'est le drapeau d'Haïti. Ça représente le pays. Alors nous, notre fierté, le 18 mai, c'est de fêter notre pays, de fêter Haïti, première république noire au monde. Et qu'en fait, le 18 mai, dans toutes les diasporas haïtiennes, est devenu, aux États-Unis on l'appelle le Heritage Month, donc c'est le mois de l'héritage haïtien, le mois de mai, et le 18 mai est fait un peu partout comme une date nationale. Il faut bien comprendre que ça n'a pas été toujours le 18 mai, la date célébrée. On a célébré plutôt le 1er janvier pendant très longtemps. Mais dans le cadre de la diaspora haïtienne, je pense que c'est le 18 mai qui est devenu le moment de réaffirmation identitaire. C'est un moment fort pour les Haïtiens parce que ça représente aussi cette unité rêvée, cette unité où ce moment très particulier de notre histoire, où tous les Haïtiens se sont sentis, enfin tous ceux qui allaient devenir Haïtiens, ont eu la volonté de devenir Haïtiens. C'est-à-dire que c'est le moment clé, comme Vertières. Vertières sera célébré beaucoup plus tard, parce que Vertières, pendant des années, n'a pas été célébré. Ce n'était pas le moment capital, on célébrait le premier. Mais Vertières, Dessalines aussi a voulu, par exemple, qu'à Vertières, tous les généraux viennent, parce que c'est un moment, c'était la bataille décisive. C'est la dernière grande bataille de la guerre d'indépendance, celle où, avec la prise du Cap, un nouvel État pouvait naître. Alors, Franz, vous l'avez dit tantôt, donc, sachant que en 1803, Saint-Domingue était une colonie française, pas encore un pays. Donc, vous avez parlé d'armée et non de rebelles, et vous avez parlé de congrès. Et ce congrès-là était-il informel, ou ces rebelles-là avaient-ils le droit d'organiser un congrès, puisque Saint-Domingue était une colonie française? Et la question, pour être plus précise, est-ce que cela a-t-il précipité l'indépendance haïtienne? Bon, entendons bien, c'est-à-dire à partir de... Il y a eu un moment de rupture. Dès l'arrivée des troupes de Napoléon avec Leclerc, il y a insurrection générale dans le pays. Il y a des conflits
avec Toussaint Louverture, qui questionne cette expédition. La défaite de Toussaint entraîne des négociations, mais avec l'armée française, qui va incorporer dans son sein des unités de l'armée de l'ouverture, sans compter ceux de l'armée de Rigaud qui sont venus avec l'expédition, comme Pétion. À partir du moment où l'armée française, après la mort de Leclerc, mais déjà sous Leclerc, met en place un processus d'extermination dans le pays. Donc, le soulèvement va se généraliser. Des unités militaires se soulèvent et il y a une guerre généralisée qui commence. À partir de ce moment, l'alliance qui va se tisser entre, par exemple, Pétion, Christophe, Dessalines, se heurte à l'existence de commandements dans le Nord. C'est le commandement des Congos. Parce que, on va faire simple, il y a aussi plusieurs guerres dans la guerre. Comme dans toute grande révolution, il y a plusieurs guerres dans la guerre. Il y a des unités Congo, il y a des unités qui se sont toujours battues et qui questionnent le fait que ce soit les officiers de l'armée indigène qui deviennent les principaux chefs. Mais particulièrement à Montréal, comment les gens de Montréal répondent-ils à une telle commémoration? Lors du 18 mai, il n'y a pas de place à la perle retrouvée, là, même pas pour, comme on dit, pour piquer une épingle. C'est rempli de gens. Les gens répondent vraiment très bien à cet appel. Parce que, comme M. Voltaire l'a dit tantôt, on sent ce besoin-là de s'unifier, de s'unir, de se ressouder, on vient se ressourcer. Parce que même pour les jeunes qui sont nés ici, ça leur permet de connaître Haïti, ça leur permet d'entendre parler d'Haïti. Ce symbole-là, on a juste qu'à penser aux chanteurs et eux autres, même si dès qu'ils se déplacent pour aller partout, ils ont toujours leur petit drapeau. Pensons à Wyclef Jean. Ils ont leur petit drapeau. Alors c'est leur identité. Donc ça, on dirait que le fait de vivre à l'étranger, on sent encore davantage ce besoin-là de s'unir quand il y a une fête comme ça, de se regrouper, de se serrer les coudes. Parce que, entendons-nous, c'est vrai que, oui, la vie à l'étranger, on l'a choisie. Pour certains, parce qu'il y en a qui n'ont pas eu le choix. Mais comme moi, je l'ai choisi. Mais sauf que ce qu'on a laissé derrière, c'est aussi important. Et en vivant à l'étranger, on s'en rend compte encore davantage. Est-ce qu'à la commémoration du drapeau, c'est des gens de tout âge? Est-ce que c'est uniquement des Haïtiens? Non, c'est les Haïtiens et les amis des Haïtiens en particulier. Parce que nous avons beaucoup d'étrangers qui partagent beaucoup de choses avec les Haïtiens. Ils sont toujours là avec nous. Moi, le point que j'aimerais toucher, c'est d'aller chercher plus les jeunes. Et puis, c'est une bataille qu'on est en train de mener à la paire. Vous trouvez, quand ils viennent, tu leur donnes la courage chante, l'hymne, la dessalinienne. Donc, ils ne connaissent pas encore un mot de la dessalinienne. Donc, ça, il faut dire, mais il ne faut pas... Aimer le drapeau, ce n'est pas seulement le 18 mai, c'est de vivre pour le drapeau à travers les jours. À chaque fois que vous faites quelque chose, faites-le pour Haïti, faites-le bien, faites-le avec amour. C'est comme ça, nous sommes tous des ambassadeurs de ce pays-là. Si nous voulons le faire, nous devons le faire de bien. Et puis, ensemble, nous allons réussir avec notre objectif. Alors, à cet effet, est-ce que vous prévoyez, alors, vous savez, aujourd'hui, c'est avec le film, ça marche bien, plutôt que dans une salle de classe. Donc, on est une génération numérique, on est plus porté à regarder. Est-ce que vous prévoyez, tout au moins, projeter des documentaires sur le drapeau pour toucher les jeunes, pour qu'ils puissent comprendre ce que c'est le drapeau et ce que cela représente comme symbole? Physiquement, la paire retrouvée, nous pouvons le faire, mais peut-être
je ne sais pas, au niveau logistique, si nous sommes capables de le faire. Vous pouvez vous adresser à Monsieur, Franz Foster parce que les documentalistes, oui. J'allais lui envoyer la balle, j'allais envoyer la balle. En fait, c'est pour dire que cette année, nous sommes trois avec Ralph Maigret, Francine Saillant et moi. Nous avons, à partir d'un projet avec la Maison d'Haïti et les jeunes de la Maison d'Haïti, ça a commencé dans un camp d'été, on a scénarisé une histoire, puis Dany Laferrière s'est prêté au jeu. Il est le narrateur et avec une grande chorégraphe haïtienne, Rodney Désir, qui danse ces moments très particuliers. En fait, c'est un petit film de 27 minutes qui s'appelle Haïti la route et qui raconte cette histoire de le long cheminement qui nous mène à l'indépendance. De cette conquête de l'esclavage et d'avoir traversé ces moments difficiles qu'a été l'esclavage, ce moment d'horreur, pour aboutir à cette indépendance. C'est un moment clé, je vais le souligner, pour deux raisons. Un, c'est un moment d'universalité. C'est le moment où Haïti atteint l'universalité. Ça, personne ne peut l'empêcher. Parce que l'esclavage a été un mode millénaire d'exploitation de l'homme, des femmes aussi. Par l'homme. Par les hommes, c'est un mode d'exploitation du travail. Dans le cas de la traite atlantique et de l'esclavage dans la colonie de Saint-Domingue, on n'a qu'à lire le Code noir. Le Code noir définit l'esclave comme un bien meuble. C'est-à-dire, l'esclave, il n'est pas censé, il n'a aucune volonté, il peut être vendu, c'est-à-dire on peut vous retirer votre fils et le vendre parce qu'on a perdu une dette au jeu, on a fait une dette au jeu. Donc, on est dans le cas d'une... Saint-Domingue, c'est un énorme camp de concentration. Bon. Et c'est la première fois que dans l'histoire humaine, il y a eu des tentatives, peut-être deux grandes tentatives qui ont failli réussir. Spartacus, à l'époque, sous la République romaine, et le soulèvement de Basra en Irak. Franz, nous allons... Or, les Haïtiens, juste je finis avec ça, je dis que ce moment-là, c'est la seule fois dans l'humanité où des esclaves se libèrent par eux-mêmes. C'est-à-dire que Haïti va re-questionner toute la géopolitique et va re-questionner les fondements de société qui étaient basés sur l'esclavage. De retour après la pause, on va revenir sur ce point. Culture, tradition et société est une émission culturelle traditionnelle animée par Loïc Midi sur la THM, télévision haïtienne de Montréal. La télé à votre image. Hey, non pas M. Daniel Fils mais tonton Micha. Regardez ça qui est écrit les M là. THM. Oui, la télé à votre image. Ouais, moi-même, si c'est pas THM, bon, je fais mes télé. Donc, le bleu, le rouge, ces deux étoffes, on dit disposées de façon verticale, de façon horizontale plutôt. Qu'est-ce que cela représente? On déchire le blanc, c'est que le blanc ne fait plus partie le blanc ne fait plus partie de cette nation. Parce qu'effectivement, la guerre menée par les troupes françaises, c'est une guerre d'extermination. Je vais rappeler deux faits. C'est-à-dire, vous savez que les premières, ce qu'on appelle, on a pu parler plus tard des chambres à gaz, eh bien, on enfermait les officiers, les soldats capturés, je parle des armées, de l'armée indigène. On les enfermait dans les cales des bateaux et on jetait du soufre. Les premières chambres à gaz ont été inventées à ce moment-là. À Saint-Domingue. À Saint-Domingue par l'armée
coloniale française. Elle a fait venir des chiens, elle a fait venir, et on a cette note de Rochambeau qui écrit à un commandant à la tortue et lui dit, il dit, je vous ai envoyé 25 chiens et donnez-leur à manger du nègre. Donc on a une volonté, on a cette tête coupée lors du fameux bal de Rochambeau où il invite des femmes de couleur et il leur dit, mais vous n'avez pas vu le spectacle. Et le spectacle, c'était leur fils ou leur mari dont on avait coupé les têtes. Donc on a une guerre d'extermination. Comme on a dans les guerres coloniales, c'est une volonté de faire peur, c'est une volonté de terroriser, mais en même temps, c'est contre-productif, parce qu'effectivement, ça va pousser l'ensemble de cette population de Saint-Domingue à s'unir et à dire qu'il faut expulser les Français. Donc il n'y aura de solution que si les Français sont... À partir de ce moment, le français ne peut plus être parti. Le drapeau français, symboliquement, on retire le blanc. Donc le blanc ne fait plus partie de cette nation. Et d'ailleurs, cette nation naîtra comme à partir de ces symboles. Elle affirmera que le colon blanc n'est plus partie de la nouvelle nation qui se crée. Et plus tard, on a ajouté les armoiries. Qu'est-ce que ces armoiries représentent dans le drapeau haïtien? Bon, d'abord, les armoiries vont changer. On a des armoiries qui sont durant l'Empire, qui ne seront pas les mêmes durant la République de Pétion, qui ne sont pas les mêmes non plus du drapeau. Et le drapeau de Dessalines sera un drapeau noir et rouge. Le drapeau de Christophe sera aussi noir et rouge. Donc les armoiries changent parce que les armoiries reflètent, à un certain moment, on a décidé de faire l'arbre de la liberté, on a pris le palmier, ces armoiries qui vont durer. Ce sont des armoiries qui viennent de l'époque de Pétion. Elles changeront un peu au cours du temps. Bon, c'est pour réaffirmer le caractère républicain du nouvel État, mais en fait, je dirais, la création de cette république, elle est républicaine de nom, parce qu'en fait, très rapidement, Pétion lui-même va se faire nommer président à vie, donc on aura en fait des formes autoritaires de gouvernement. Mais il faut comprendre, on ne peut pas faire de l'anachronisme. C'est-à-dire, Napoléon Bonaparte ne fera pas autre chose que de se proclamer empereur. Mais lui aussi devra faire des accommodements. Il ne pourra pas se proclamer roi, parce que la France a guillotiné son roi. Donc, il se proclame non pas empereur de France, mais empereur des Français. Il devra avoir l'assentiment de ne pas revenir sur des conquêtes. Alors, Franz, à l'appel retrouvé, est-ce que, mis à part la commémoration du drapeau chaque année, le 18 mai, qui coïncide avec l'anniversaire de l'appel retrouvé, quelle autre activité vous avez? On commémore aussi la bataille de Vertières le 18 novembre. Très fort. Oui. Ça aussi, c'est vraiment les deux grandes fêtes, je pourrais dire, nationales, les fêtes d'Haïti, qu'on célèbre à la Perle retrouvée le 18 novembre. Et pour nous, c'est la journée de l'indépendance d'Haïti. Le 1er janvier, c'est sûr qu'on fait la soupe, on fait tout, là, mais ce n'est pas nécessairement le 1er janvier qui est souligné. C'est le 18 novembre, et la bataille de Vertières, et le 18 mai, les deux grandes fêtes. Alors, et quelles sont les différentes activités de l'appel retrouvé, à part les festivités 18 novembre, 18 mai, 1er janvier? On peut dire, nous avons notre centre de jour maintenant, oui, qui est très, très vivant. Donc, on reçoit nos aînés 3 jours, 3 fois par semaine, 3 jours par semaine. Le mardi, mercredi, jeudi, ils viennent de 9h jusqu'à 3h de l'après-midi. On les fait sortir de la maison, on fait des activités pour eux, pour briser l'isolement. Donc, ils mangent, ils chantent, et moi, personnellement, j'ai fait une journée d'animation, ce qu'on appelle là le mot pour la mémoire. Pour la mémoire. En tout cas, qu'ils aiment bien. Ensuite, nous avons notre chorale, que Marie-Claire pourra en parler parce que c'est la directrice. Nous avons notre fanfare, je pense qu'ils sont en train de jouer maintenant, de répéter maintenant pour le 18 mai. Nous avons notre troupe folklorique. On a essayé d'embrasser vraiment tout ce que Haïti, je ne veux pas dire le mot perdre, mais le mot que les Haïtiens vraiment, des choses qu'on met vraiment et puis que nous, on va essayer d'aller chercher ces choses-là pour remettre la culture en valeur. C'est ça. Comme moi, à la chorale,
Et pour le 18 mai, les chants que la chorale va interpréter, c'est vraiment des pièces historiques. Et je remercie Adinal Saint-Dor, peut-être que vous la connaissez, qui est, moi je l'appelle ma médiathèque ambulante. Elle est vraiment... et qui m'a fait connaître, qui m'a fait découvrir des pièces comme Chant du drapeau, qui est un hymne qui a été composé en 1903 pour lors du centenaire de la création du drapeau. Et là, on a les paroles, c'est sûr, on a fait l'harmonisation, puis on va le chanter on va le chanter le 18 mai. Il y a Drapeau nous, celui-là qui a été composé en 1920. Alors, ce sont des pièces comme ça, et Combit Acte Travail, que probablement que vous avez entendu tantôt, et puis qu'une compatriote, Nadia Marseille, a mis en musique, qu'elle a découverte chez nous, à la Perle aux Trouvées. Et ce sont des pièces anciennes, des pièces historiques, composées par des poètes et mises en musique par des musiciens chevronnés. Alors voilà, donc le but de la chorale, c'est faire connaître Haïti, soit avec les chants français, des belles compositions en créole, des anciennes pièces. Et on a eu aussi Papidjo, de son vivant, qui lors de la création de la perle, pas de la perle, mais de la chorale en 2004. De la perle aussi. C'est ça, et qui a composé des chansons. J'ai la chance d'avoir des partitions manuscrites de Papidjo. Ça, c'est des trésors que je garde vraiment précieusement. Alors, je sais que l'appel retrouvé était au départ Canado-Centre culturel canado-haïtien et vous avez changé de statut. Pourquoi aujourd'hui? Eh bien, on était obligé parce que on était comme, pas, excuse-moi l'anglicisme, update là. On est obligé d'aller chercher d'autres personnes, vraiment, de venir à la paix pour aller chercher certaines personnes parce qu'on en a besoin. Je veux dire certains avantages parce que les avantages qu'on a besoin, c'est avec les Haïtiens. Mais on vit dans le pays, il y a certaines choses, on était obligé de nous mettre vraiment à la page. Donc, avec le nouveau conseil d'administration qu'on a, donc on est obligé de changer, d'avoir un CA qui s'occupe d'autres affaires qui doivent aller représenter la Perle retrouvée dans les affaires officielles surtout. Et puis nous sommes de l'administration, du conseil d'administration, nous, on est en train de gérer les affaires de la Perle retrouvée intérieurement. Donc c'est ça, c'est une grosse boîte. Hein? Nous avons une lourde responsabilité. Moi, si je savais, c'était aussi lourd. Tu l'aurais fait pareil. Tu l'aurais fait pareil parce que la mission est belle. C'est sûr que au début, ça s'appelait Association culturelle haïtienne, la Perle retrouvée. Et puis bon, c'est sûr que ça reste quand même une association culturelle haïtienne, mais on n'est pas exclusif. Et on accepte tout le monde, c'est comme pour le centre de jour. Moi, je suis bénévole, pas juste pour la chorale, mais je fais partie de la table de concertation des aînés de Ville Saint-Michel en santé. Justement, je représente, je ne suis pas seule, nous sommes deux, nous représentons la Perle retrouvée à cette table des aînés, justement à cause, ou plutôt je pourrais dire grâce, au centre de jour qu'on a pour les aînés. Et c'est ouvert pas seulement aux Haïtiens, pour l'instant, parce que c'est là où on est situé. Si on a un centre de jour, on aimerait bien qu'il y ait d'autres personnes qui viennent. Alors c'est ça, donc c'est important. Et on vit dans le pays, on apporte quelque chose aussi. Donc les gens sont contents de venir découvrir Haïti, de venir découvrir qu'est-ce qu'on a à leur offrir. Et puis même, il fut un temps où on avait des soirées de divertissement et d'information, où vraiment on passait des vidéos. Juste tantôt vous disiez, est-ce qu'on présente quelque chose, parce qu'on est à l'ère numérique et puis les jeunes aiment ça. On leur présentait des films, on présentait des vidéos sur Haïti, et puis surtout dans les temps où on montrait seulement, après le tremblement de terre, où on montrait que les partis qui étaient effondrés d'Haïti, ou aussi quand il y avait des problèmes politiques, on ne montrait que Cité Soleil. Alors, en leur passant ces vidéos-là pour leur montrer, là,
voici Haïti, c'est pas seulement ça. Oui, ça Montre existe, Haïti. mais il y a l'autre partie aussi qu'il faut découvrir. Parce qu'il ne faut pas se le cacher, les jeunes qui sont nés ici, il y en a qui n'ont jamais mis les pieds en Haïti. Et présentement, je vous ai demandé la question tantôt, est-ce que l'émission se passe en français ou en créole? Ben, il dit, ben, ça se passe en français parce que les beaux dimanches, votre émission, mais il y en a d'autres. Ça aussi, c'est quelque chose parce que quand les gens viennent à la Perle retrouver, on parle créole. Et le jeune qui est né ici a de la difficulté à comprendre. Donc c'est ça, c'est une éducation. Les autres communautés parlent leur langue. Et qu'est-ce que représente le drapeau aujourd'hui pour des jeunes de cette génération par rapport aux générations passées? Bon, je crois que pour les jeunes qui sont ici, puisque nous parlons des jeunes qui sont ici, ou même peut-être on peut l'étendre aux jeunes de la diaspora, pour l'ensemble des jeunes de la diaspora qui sont en perte de référence culturelle. Et c'est un problème généralisé, hein, ce n'est pas un problème simplement haïtien, c'est un problème. La mondialisation conduit à des pertes de références culturelles, historiques, des fois de langue. Donc les gens se retrouvent, ils ont besoin de repères. Ils ont besoin de repères. Et en ce sens, la geste de l'indépendance, le drapeau peut être un symbole très fort de dire, écoutez, nous avons pu réussir des choses extrêmement importantes et universelles. On peut peut-être le refaire. On devrait le refaire. Donc, quelque part, pour les gens, c'est un point de référence qui leur dit, voilà votre histoire. Et puis votre histoire, vous devez l'assumer. Vous devez l'assumer. Parce que vous ne pouvez pas fuir. Il a changé. À n'importe quel moment, on vous rappellera vos origines. Voilà. C'est-à-dire, vous pouvez toujours dire je ne le suis pas, mais en fait, c'est marqué sur votre peau, c'est marqué dans votre identité. Donc, quelque part, je crois que les organismes communautaires ou les organismes culturels ont joué et jouent un rôle extrêmement important parce qu'elles permettent de faire cette transition. Nous sommes d'une autre génération. Nous avons été élevés là-dedans en chantant au drapeau, etc. etc. Bon, c'est évident que les temps ont changé. Il faut trouver de nouvelles formules. Mais c'est extrêmement important pour que les gens sachent d'où ils viennent. Parce que vous ne pouvez pas aller quelque part si vous ne savez pas d'où vous venez. Donc, quelque part, c'est le sens pour moi du drapeau, c'est le sens aussi de la bataille de Vertières. C'est des moments d'unité très forts, c'est des moments d'héroïsme, c'est des moments de sacrifice. Vous savez, chaque fois que je repense à la bataille de Vertières, je pense, il y a deux personnages qui toujours me reviennent en tête. C'est d'abord ce personnage qu'on a tous appris pour ceux qui ont fait leurs études en Haïti, le caporal à mort. C'est aussi donc qui défie la mort, c'est-à-dire il porte très bien son nom. Et d'autre côté, c'est le fameux cas, parce qu'en fait, il y a un plus vieux divisionnaire que Dessalines, c'est Clairvaux. Et Clairvaux, au cours de la bataille, perd une de ses épaulettes, et Dessalines lui fait la remarque, il dit, Clairvaux, vous êtes maintenant le commandant de mes généraux. Parce qu'effectivement, perdant une épaulette, il devient comme un chef de bataillon, donc un commandant, il dit, vous êtes maintenant le commandant de mes généraux. C'est-à-dire, il a poussé tous les officiers à ce moment-là de dire, voilà une bataille commune. Alors, Franz, les récits historiques sont souvent biaisés, ça dépend qui les écrit. Avez-vous une révélation, je dirais, inédite sur la création du drapeau haïtien? Il n'y a pas vraiment de révélation inédite. Vous savez, comme tout, on est dans ce qu'on peut appeler le mythe. C'est-à-dire, on sait que le drapeau, ça a été créé. Maintenant, il est évident que ça se fait dans le feu des batailles, ça se fait dans un congrès. C'est comme si quelqu'un disait, quand quelqu'un a dit, ben, écoutez, est-ce qu'il y a eu un congrès pour une rencontre pour le soulèvement général des esclaves? Oui. Maintenant, est-ce qu'il y a des notes qui ont été prises? Non. Écoutez, je peux même vous dire, il y a quelque chose de plus simple. Le Parti communiste chinois se réunit clandestinement dans les années 30. Il n'y a pas de notes. Ou des notes ont été perdues. Parce que tout cela se fait dans le feu de l'action. Mais on sait que ça s'est fait, puisque tout de suite après, d'abord, on a des notes qui nous disent qu'un bateau, on l'a vu avec un drapeau noir et rouge, on l'a vu avec un drapeau bleu et rouge. Donc, les troupes qui se battent avec un autre drapeau. Donc, la question, comme je l'ai dit, c'est-à-dire le congrès de la Racaillette, c'est un moment capital, parce que c'est le moment où cette armée se donne une unité de commandement.
Et à ce moment-là, vous savez, c'est comme la révolution cubaine ou n'importe quelle révolution. C'est-à-dire, si on fait une comparaison, à un moment donné, il y a des insurrections qui se font à la Havane, il y a des choses, jusqu'au moment où les gens disent, écoutez, voilà, le commandement est dans la Sierra Maestra. Et tous les gens doivent se rallier. Quand Mao Tse-tung va dans le Yunnan, c'est la même chose. C'est-à-dire, à un moment donné, est-ce que c'est la ville qui dirige ou la campagne? Non, les gens se rallient autour de cela. Parce que c'est un gage de la victoire aussi. Parce que vous ne pouvez pas avoir une armée qui se bat sans unité de commandement. Il faut qu'il y ait sans aussi des symboles. C'est-à-dire, vous savez pourquoi vous vous battez à ce moment-là. Et je pense que ces deux moments sont les moments clés. C'est-à-dire, parce que je dirais c'est le moment où la guerre tourne. Et c'est comme un peu la nomination de Geffrard, et je finis avec ça. Quand Geffrard est nommé, Geffrard était un officier de Rigaud. Dessalines lui donne, la rencontre est faite par Pétion et Dessalines. Pétion le présente à Dessalines et Dessalines lui donne d'aller ramasser tous les anciens officiers de Rigaud. Parce qu'il y a eu la guerre civile en Haïti en 1801. En 1800, 1799, 1800, il y a eu la guerre civile entre Toussaint et Rigaud. Or, c'est des milliers de morts. Comment faire pour rallier ces gens qui se Qu'est-ce sont qui a battus? occasionné cette guerre civile? Bon, je dirais, comme dans toute révolution, il y a d'abord des zones séparées. Rigaud est un chef dans le sud. Il a une vision, à mon avis, très limitée. Rigaud est un républicain. Il représente aussi ce qu'on a appelé, c'est-à-dire les mulâtres. Bon, il représente ces catégories. Toussaint représente une autre catégorie. Disons, est-ce que fêter le drapeau ici à Montréal est un signe de nostalgie, de patriotisme ou d'attachement? C'est surtout le travail que nous devons faire. Ben, c'est un peu de tout ça, en fin de compte, pour ma part. C'est un peu la nostalgie, parce que, bon, la nostalgie, quand on était jeune, je dirais pas, maintenant je le vois, parce que en vivant à l'étranger, mais jeune, on trouvait que c'était une corvée, parce qu'on passait la journée complète debout à attendre que, moi, je suis produit de Duvalier, à attendre que tout se passe, là. Et donc, c'était long pour des jeunes. Mais rendu ici, c'est plus une fierté, c'est le patriotisme. Et puis, comme M. Voltaire l'a dit tantôt, c'est une façon de se retrouver. C'est qui on est, de se rappeler d'où on vient. Et est-ce que c'est un sentiment partagé par les membres de l'Appel Retrouvé? Oui et non, on va trouver des gens qui ont partagé ce sentiment avec Marie-Claire. Il y en a d'autres qui ont partagé ce sentiment parce que moi, je sais que j'ai un travail à faire auprès des jeunes qui sont nés en Haïti, de leur rappeler qu'il y a une fête, il y a un temps que Haïti avait mené une guerre qui était terrible. Puis moi, je répète toujours ces mots-là. Combien d'hommes vaillants, combien de femmes vaillantes qui ont perdu la vie pour nous donner ce drapeau-là. On ne peut pas vraiment prendre ce drapeau-là, de laisser, de dire, oh, c'est un morceau de tissu. Non, il y a une histoire attachée à ce drapeau-là. Nous devons vraiment savoir, connaître cette histoire-là, et puis de la passer de génération en génération. Sinon, on n'a pas besoin, nous n'avons aucune raison d'être. Mais c'est ça le patriotisme. Non, aussi. Vous dites le passé d'une génération à l'autre. Êtes-vous sûr que vos successions ou bien les prochaines générations vont garder cette tradition à l'Appel Retrouvé ou à Montréal? On le souhaite. Oui, mais on le souhaite. On le souhaite, oui. Puis je suis sûr que, comme M. Voltaire vient de le dire, à force de les répéter, à force de le dire, à force de travailler, ça va venir vraiment automatiquement chez les jeunes. Parce qu'on ne peut pas... Non, parce que vous dites, j'allais dire, vous n'êtes plus rien. Oui. Parce que vous êtes, vous venez de quelque part et vous affirmez une identité, sans ça, qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? C'est-à-dire, vous ne pouvez pas vivre au quotidien. Regardez bien, on veut nous transformer. Et c'est ça aussi, un des aspects qui font qu'on a des rébellions un peu partout. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas vivre dans le présent et dans l'instantané. C'est-à-dire, vous devez quelque part savoir d'où vous venez et avoir des projections sur le futur.
Parce qu'on vit dans une planète qui est menacée, on vit avec les changements climatiques. Donc c'est pas simplement de la nostalgie, il y a peut-être un sentiment de cela, mais vous vivez, si vous n'arrivez pas à résoudre ces problèmes, et pour moi le drapeau, son symbole, c'est qu'aujourd'hui on doit s'entendre pour résoudre ces vrais problèmes qui menacent Haïti, mais qui menacent ici aussi, hein, vous en faites pas. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une grande différence entre hier et présentement? Oui, mais regardez ce qui s'est passé en Haïti. Vous avez un phénomène, je dirais, on a un phénomène de décérébration. Bon, ça nous touche aussi. Hein. C'est-à-dire, pour moi, la question, c'est pas... Et hier, ça se passait au 19e siècle, pas de la même façon qu'au 20e siècle. C'est Dantes Bellegarde qui vient avec la célébration de la fête du drapeau. Pourquoi il vient avec la célébration de la fête du drapeau? Parce qu'on est sous l'occupation américaine. Voilà. On est sous l'occupation américaine. Et qu'est-ce que ça vise, l'occupation américaine? Ça vise toute une tentative de vous faire, de dire, bon, écoutez, vous avez échoué, vous n'existez plus, vous n'êtes rien du tout. Vous n'êtes rien du tout, vous devez vous civiliser. Vous civiliser veut dire autre. Donc, toute votre histoire doit disparaître. Alors, quelque part, il y a des réactions. Ça a été l'indigénisme, ça a été de réaffirmer. Le noirisme? Et le noirisme est une des variantes. Je parle de l'indigénisme de Jacques Roumain qui a été très différent. Le noirisme prend une forme politique. Mais je veux dire par là, dès Presmas, qu'est-ce qu'il dit? Nous ne sommes pas des Européens. Donc, regardez-nous. Regardez la culture populaire. Allez dans la culture populaire. Donc, quelque part, quand on est en face, aujourd'hui, de forces qui sont liées à je dirais, de toute cette transformation qui se donne, le monde change tellement vite. Vous avez tous les cas de problèmes là, parce que les gens ne savent plus d'où ils viennent. Ils ne savent plus qui ils sont. Seulement quand demain matin on va les déporter, on vous dit on va tous vous déporter. Et des apatrides. Vous êtes des apatrides, vous n'êtes plus rien, mais vous êtes des Haïtiens. Vous êtes des Haïtiens, ouais. Alors, Franz, Haïti est l'un des rares pays, si ce n'est pas le seul, où le drapeau monte et descend tous les jours. Pourquoi cela? Bon, ça a été un symbole mis en place par Duvalier à l'époque, de réaffirmation, mais tout ça, comme tous les régimes politiques, il y a un usage politique des symboles. Mais ça reste encore après Duvalier. Bon, parce que c'est des habitudes aussi. Mais il y a je veux dire, mais en fait, si vous le regardez, ça se passe à Port-au-Prince, ça se passe dans quelques villes, ça se passe dans quelques écoles, mais dans le reste du pays, est-ce que ça passe vraiment? C'est-à-dire, moi, je pense que ce qui est important, si on le regarde du point de vue d'ici, je n'ai pas tellement d'influence sur Haïti. Je pense que nous, on doit s'adresser à la nouvelle génération, et puis nous, c'est un peu notre travail aussi, d'avoir préservé des pans de mémoire. Quand on a constitué, ici, aujourd'hui à Montréal, 35 ans plus tard, on a la plus grande bibliothèque sur Haïti qui n'existe même pas en Haïti. 26 000 volumes. On a des vidéothèques, on a des milliers de photos. Donc pour nous, pourquoi préserver ce patrimoine? Parce que ce patrimoine est lié à notre identité. C'est-à-dire, aujourd'hui, il est important, vous allez vivre, vous serez haïtien différemment de celui qui vit à Port-au-Prince. Mais vous devez aussi développer ces sentiments de solidarité avec eux. C'est-à-dire, je me rappelle une scène aux États-Unis, c'est où Randall Robinson créait le Centrafrica, et il avait réuni plusieurs célébrités noires américaines. Il a dit, c'est très bien, vous pouvez acheter des chameaux pour être sur votre propriété, vous pouvez acheter 54 par 4, mais quand vous sortez dans la rue, on vous fout le pied au cul, parce que vous êtes, on peut vous traiter de n'importe quelle façon. Regardez ce qui est arrivé à Wyclef l'autre jour à Los Angeles. Oui. C'est-à-dire, il dit, tant que vous n'aurez pas compris que c'est la solidarité avec ceux qui n'ont pas, ou ceux qui ont moins, tant que vous n'avez pas compris qu'il faut voir à la transformation en Afrique, eh bien vous pouvez avoir toutes les grandes maisons que vous voulez. Le professeur Bill Gates, le professeur Gates qui était à Harvard, arrive pour rentrer chez lui, célébrité mondiale, et il se fait arrêter par un flic qui lui dit, mais qu'est-ce que vous faites là? C'est un vieux monsieur, il n'a pas votre âge. Hein? Donc ce que je veux dire par là, tant qu'il y a une racialisation du monde, tant que des minorités sont ostracisées, et nous, on l'a été tout au long de cette histoire. Il faut comprendre, l'ostracisme d'Haïti, c'est pas parce qu'il y a le rôle aussi des élites haïtiennes, mais il y a surtout aussi le fait qu'Haïti ne devait échouer. Parce que ça re-questionnait les fondements même d'un ordre blanc.
Dites-nous comment ça se passe tous les 18 mai. Donne-nous le scénario de cette journée. Ça commence à l'extérieur, on a une place qu'on appelle place de l'Unité, avec les statues des généraux, Catherine Flanc. On parlait tantôt de mythes, j'aurais aimé ça, vous nous parliez un petit peu de Catherine Flanc. Est-ce que c'est vrai qu'elle avait cousu le drapeau avec ses cheveux? Bon, ça c'est un mythe, mais en fait, ça fait romantique. Oui. Oui, alors, Donc à l'extérieur, et on monte le drapeau en chantant la Dessalinienne, hein, tous les couplets, parce que c'est l'unique fois dans l'année où on le chante, vraiment du premier jusqu'au dernier. Et puis ensuite, s'il y a des dignitaires qui sont présents, ils font leur discours sur le pays, et puis par après, on entre à l'intérieur de la bâtisse et là, il y a des festivités qui commencent. Il y a la chorale qui présente quelques pièces historiques, des hymnes au drapeau. Et puis, maintenant, on a la fanfare qui joue aussi. Il y a la tour folklorique qui présente des danses. On a des fois des artistes invités. Et il y a le repas qui est servi cette année. C'est au coût de 5 $. Parce que c'est 5 $, mais pour vraiment une grande assiette et puis tout garni. Et finalement, étant donné, quand c'est en fin de semaine, ça finit toujours par de la musique de danse. Hein, parce que les Haïtiens aiment ça danser. Hein, mais comme c'est en semaine, on a dit que ça vers 21h, ça devait terminer. La Perle Autovie, on est chez nous. Oui. Jean-Bert, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, ce que j'aimerais ajouter, cette année, on a un 18 mai particulier. Parce qu'il y a le 350e de Montréal. Donc, que Denis Coderre, que nous allons... 375e, c'est ça, oui. De Montréal. Donc, Denis Coderre va être là, le maire de Montréal, qui va hisser le drapeau de la ville de Montréal devant la Perle Autovie. Donc, nous aussi, on est contents. C'est une façon de dire à la communauté montréalaise que les Haïtiens, nous sommes là. Et puis, vraiment, on n'est pas seulement venus, mais on apporte un peu de nous aussi. Et puis, nous partager l'histoire de Montréal avec les Montréalais. Donc, c'est un rendez-vous. Donc, on attend tout le monde. C'est à 18h30. À 18h30. À 18h30 le jeudi. Et puis jusqu'à 21h. Jusqu'à 21h. Puis après ça, les gens ils peuvent rester jusqu'à 11h le soir parce qu'on est aussi fatigué. Oui, mais il n'y a personne qui va nous mettre dehors si on décide de rester plus tard. C'est ça l'avantage d'être à la Perle Autovie. Alors, Franz, on sait que le drapeau est commémoré grandiosement en Haïti, donc avec une messe à la paroisse de l'Arcaillet, le président qui dépose un jacque de fleurs, un discours présidentiel, une délégation du gouvernement, qui chaque année c'est toujours comme ça. Mais qu'adviendrait-il si un gouvernement décide de diminuer tout cela ou de ne pas organiser une fête aussi grandiose? Bon, je ne peux pas faire de la politique fiction, hein, parce que moi, je ne suis pas, comme on dit, je ne suis pas dans le bar de café, donc je ne sais pas. Okay. Mais je pense qu'on a des moments clés dans l'histoire de ce pays. L'assassinat de Dessalines, le 17 octobre, on a la bataille de Vertières, ce sont des moments où, je dirais, la nation peut se retrouver et s'identifier à ce qui peut être un destin commun. Donc, que tous les pays l'ont. C'est pas par hasard qu'on fête le 375e de Montréal, le 400e de Québec, le 14 juillet, les Français descendent et fêtent la prise de la Bastille. Bon, ce sont des symboles, et ces symboles, on vit avec, et puis ce sont des mythes nationaux qui cimentent un pays. Et c'est pourquoi, c'est là leur force aussi. Parce que, bon, les historiens, on peut toujours débattre de tel point d'histoire, si ça s'est passé vraiment ou pas. Mais le mythe cimente les gens. C'est-à-dire, on ne saura jamais est-ce que Moïse a traversé la mer Rouge. Ça, c'est un débat qui est peut-être, ça n'a jamais existé peut-être. Mais il y a des mythes qui vont cimenter une nation. Et nous, on est cimentés autour d'un certain nombre de mythes. Parce que qui font qu'on se reconnaît tous comme haïtiens. On a une langue commune qui est le créole. On a une histoire commune qui est... Parce que, en fait, comment se donne cette histoire? Écoutez, au moment de l'indépendance, 75% des gens ne sont pas nés dans ce pays. Ce sont des esclaves africains qu'on a emmenés. C'est entre 47 000 et 50 000 personnes par année. Vous n'avez qu'à faire des statistiques très simples. 1770-1791,
à 47 000 personnes par année, vous avez presque toute la population Qui ne sont nées en dehors de l'île. Parce que la reproduction de l'esclavage à Saint-Domingue, contrairement à d'autres îles, se faisait par la traite. Parce que pour les colons, c'était un meilleur marché d'aller chercher, d'acheter un esclave et de l'emmener, une durée de vie entre 7 et 14 ans, c'était moins cher que d'aller constituer, parce qu'une famille, ça prend un temps. Et puis un esclave, d'abord, il y a un taux de masculinité très fort, parce que, on avait moins besoin de femmes, deux, on n'avait pas besoin d'enfants. Mais pas besoin d'enfants, parce qu'un enfant, bon, ça prend un temps. Donc, alors, faut bien comprendre comment. Des fois, il faut comprendre aussi. Nous avons fait ce pays parce que tout le monde ne parlait pas le créole. La guerre va cimenter. Voilà aussi le cas de l'armée. Vous parlez pourquoi quand vous avez une armée? Mais il faut une langue de commandement. Parce que si je donne un ordre, il faut qu'il soit compris. Et donc, le créole, qui s'est développé à Saint-Domingue, va devenir la langue nationale. Franz, revenons à Sidika, qui est le centre international de documentation et d'information haïtienne, caribéenne et afro-canadienne. Pourquoi un tel sigle? Parce qu'on vit ici, ils sont identifiés aux populations noires canadiennes. Et quelle est la mission de Sidika? Bon, c'est-à-dire, je dirais qu'il y a 5 missions. On a la mission de conservation, c'est-à-dire on a la bibliothèque, 26 000 volumes sur Haïti, la Caraïbe, et aussi une très forte collection sur l'esclavage. On a des archives, par exemple, on a des archives d'écrivains. On dispose actuellement, par exemple, les archives de Georges Anglade. Est-ce que vous parlez de manuscrits? De manuscrits, de lettres, d'archives personnelles. On a maintenant aussi les archives audiovisuelles, c'est-à-dire à la fois des documents audiovisuels. Par exemple, on a la plus grande collection sur Port-au-Prince qui existe dans le monde. Parce que j'ai fait un film sur Port-au-Prince, on a 100 heures filmées sur Port-au-Prince, sans compter les archives qui étaient déjà existantes. On a une collection de photographies sur Haïti, mais aussi sur la communauté haïtienne de Montréal. Et bon, d'autres communautés, mais surtout de Montréal. Un autre côté, on est aussi une maison d'édition. On a publié près de 500 ouvrages durant les 35 dernières années, qui touchent tous les thèmes. Ça veut dire, par exemple, on a même publié un livre qui s'appelle Saint-Michel autrement, sur le Saint-Michel des Haïtiens. Donc, est-ce que vous avez un dernier mot, Jean-Robert? Le dernier mot, c'est de vous remercier. Je suis très content d'être à la THM. Donc, d'inviter toute la communauté haïtienne de Montréal de s'unir avec nous pour fêter une grande fête du drapeau. Marie-Claire Antoine, je renchéris, je continue ce que tu as dit. Donc, merci de l'invitation. C'est sûr qu'au départ, je ne savais pas à quoi m'attendre, mais j'ai trouvé ça très agréable et surtout très instructif. J'ai bien aimé entendre M. Voltaire. Moi, je l'aurais écouté encore longtemps parce que l'histoire, ça me fascine. Parce que c'est pas dans les livres non plus qu'on apprend tout ça. Hein. Non. Nous, quand des affaires qu'il a racontées, là, il y a des choses qui sont venues, là, que j'ai eu des frissons quand on parlait des châtiments qu'on donnait aux esclaves, tout ça. Parce que tout ce qu'on nous apprenait, nous, dans les livres, c'était après Dessalines qui disait couper tête boulicaille. Et puis là, on disait, mais voyons, il était donc bien barbare. C'était rien à côté de ce que les esclaves subissaient. Merci, M. Voltaire. Donc, alors, j'étais contente d'être passée. Et puis, je vais dire comme Jean-Robert, nous invitons tout le monde à venir fêter le drapeau, à venir se ressourcer, se replonger un petit peu dans notre coin de pays, Haïti. Franz Voltaire, un dernier mot. Bon, pour moi, je dirais, pour ne pas répéter nos collègues qui invitent les gens à venir participer à la Perle ce 18 mai, mais j'invite aussi ceux qui ne peuvent pas, au moins, d'utiliser ce moment comme un moment de réflexion, comment de repenser leur rapport à Haïti, mais notre rapport aussi à nous-mêmes. Alors, moi, j'invite aussi pour les gens de la Perle, je veux dire, nous, on a plein d'expositions qui sont disponibles sur les 100 ans de présence des Caraïbéens à Montréal, sur l'histoire d'Haïti, donc des films. Alors, je leur dis, tout ça est disponible pour eux, il suffit que, comme on dit, de me dire, puis voilà, ils peuvent utiliser les ressources qu'on a là, et pour leurs jeunes ou pour leurs aînés. Merci. Ne vous en faites pas, c'est pas tomber dans les oreilles des sourds, nous allons prendre avantage de ça. Merci à vous.
et je vous souhaite bonne continuation dans ce que vous faites. Merci, Merci et à vous bonne fête aussi. du drapeau aussi à vous. Madame, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Vous pouvez comprendre à partir de cette émission le drapeau, au-delà de l'étoffe, au-delà de la couleur, au-delà de l'armoirie. C'est un symbole qui est dans les cœurs. C'est un symbole qu'on porte dans les mémoires. Et ça nous rappelle ce que nos ancêtres haïtiens avaient vécu. Je veux parler des héros de l'indépendance. Et je vous invite à réfléchir là-dessus et à garder cela en mémoire. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission, Les Beaux Dimanches. Et sur ce, je vous souhaite de passer de belles soirées et de bons moments.